Aujourd'hui, au bar de l'économie, nous recevons Ludovic Sabatier, président fondateur de la société Autrement Formation, plus particulièrement orienté vers le management avec des techniques innovantes qu'il nous développera. Rémi Bayard, qui est créateur et dirigeant de la société Vacom. Vacom est spécialisé dans le conseil en ressources et relations humaines. Et Alexia de Bernardi, présidente fondatrice de la société WeBox, la WeBox, et qui vient d'écrire un livre intitulé Moteur d'engagement aux éditions Marabout. Alors nous allons commencer les interviews avec vous, Alexia de Bernardi. Vous allez nous parler de votre livre et de votre société, bien sûr, mais pour commencer, ce que je souhaiterais, c'est que vous nous parliez de vous, que vous vous présentiez, que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours. Bonjour, merci Dominique pour cette opportunité. Donc, je suis Alexia Bernardi, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis de double formation ingénieur et école de commerce. Et depuis 20 ans, je cherche à œuvrer pour un monde meilleur au travail, assez véridique. Donc, précédemment, j'étais dans le domaine de l'enfance et depuis 3 ans, je me suis saisie du sujet du collectif et de l'esprit d'équipe au service de l'efficacité des entreprises. Donc, ça a pris effectivement la forme du livre Moteur d'engagement, qui est le fruit de 250 interviews. Et ça a pris également la forme de la WeBox, qui est une société digitale qui diffuse dans le quotidien des managers toutes ces bonnes pratiques pour mieux travailler ensemble. Alors, vous parlez d'engagement, je rappelle le titre, on va le rappeler à plusieurs reprises, mais c'est important de l'entendre, c'est Moteur d'engagement, 365 actions pour mieux travailler ensemble. Vous trouvez que les collaborateurs en entreprise aujourd'hui s'engagent moins qu'avant? Alors c'est pas forcément de ce point de vue-là en fait que je vois les choses, mais en tous les cas la demande est différente parce que entre la pression économique, les nouvelles attentes des collaborateurs, les vies qui sont différentes, finalement aujourd'hui on attend plus des soft skills de la part des équipes. On a besoin que chacun développe son réseau, soit créatif, sache travailler en équipe et sur ce qu'on appelle donc les soft skills. Et donc c'est la fin du management à la papa parce que le monde est en pleine transformation et c'est ça qu'il faut accompagner puisqu'on a besoin effectivement d'être plus engagé pour être plus créatif et plus intelligent tous ensemble. Alors c'est vrai pour nos éditeurs, on va expliquer ce que sont les soft skills. En fait, c'est plutôt des compétences comportementales et c'est des notions qu'on voit apparaître depuis quelques années qui étaient quasiment absentes précédemment. Enfin, quand je dis précédemment, c'est il y a 10 ou 20 ans. On ne parlait pas de compétences comportementales, on parlait surtout de compétences techniques. Oui, exactement, parce qu'on était un peu plus à la chaîne, on demandait d'être productif, point barre. D'accord. Alors, pour faire le lien très rapidement avec ce que l'on vient de vivre ces derniers mois avec le confinement, comment vous voyez la situation, vous, sur ce point-là? Déjà, on sait que les salariés, la première attente des salariés, ils sont en attente de reconnaissance, puisque la pire peur des individus, c'est d'être exclus de leur groupe, et c'est vrai aussi au travail. Et d'autre côté, les managers sont un peu perdus parce qu'ils sont finalement, n'ont pas été forcément formés à être managers et à générer, à donner envie de travailler avec eux. C'est souvent plutôt des experts techniques. Et avec le confinement, c'est encore plus compliqué de générer l'engagement des équipes parce qu'on a du mal à repérer les signaux faibles quand on est en visioconférence. On ne sait pas si les messages sont passés, on ne sait pas si les personnes sont d'accord. On perd le lien, on perd l'habitude de faire du feedback en disant ça c'est bien, etc. On ne se croise plus dans les couloirs. Donc c'est encore plus compliqué de pouvoir justement conserver cet esprit d'équipe et booster ces équipes. Alors ça me permet de faire le lien avec votre ouvrage parce qu'en fait vous apportez dans cet ouvrage quelques recettes. Personnellement, quand j'ai lu votre livre, j'ai vu beaucoup d'optimisme et beaucoup de simplicité dans les actions à entreprendre. Moi, je trouve que c'est ces notions-là qu'il faut passer à nos auditeurs qui, pour l'instant, ne l'ont pas lu. En fait, pour faire simple, je dirais que ce livre, il donne envie de faire des choses faciles et des choses très concrètes. Est-ce que c'est bien ça que vous avez voulu faire? Oui, l'idée n'est surtout pas de remettre en cause un système qui fonctionne ou de faire la révolution ou d'être copain avec tout le monde. Moi, ce que j'ai voulu, c'est surtout de dédramatiser et d'avoir une approche qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire de faire bouger finalement un peu tout le monde dans son quotidien au travers de cette boîte à outils qui est très pragmatique, puisqu'il y a 365 bonnes pratiques. Et en fait, le fruit de mes 250 interviews était tellement intéressant et j'avais moi aucun objectif de business autour de ça que j'ai voulu partager finalement au plus grand nombre cette mine d'or qui sont des bonnes pratiques finalement pleines de bon sens. Alors un dernier point sur le titre du livre et puis après je vous interrogerai sur l'intérieur. Vous dites pour mieux travailler ensemble. Vous trouvez que les Français travaillent pas bien ensemble?
Alors, cette perte d'engagement dont on parlait tout à l'heure fait que finalement, quand on est à distance, on va avoir tendance à vouloir produire nos tâches, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble? C'est phosphorer, trouver des idées, être à l'écoute. Et finalement, le rythme effréné de nos journées fait qu'aujourd'hui, nos tâches sont saucissonnées et qu'on perd effectivement le temps d'être à l'écoute de l'autre. Est-ce que c'est pas lié aussi à notre éducation qui est en train d'évoluer quand même? Et dans notre éducation, on travaille beaucoup sur la personnalisation, sur la personnalité chez les enfants, alors qu'on devrait travailler beaucoup plus sur le collectif. Il est certain qu'aujourd'hui, dans le système français, en tous les cas, on apprend assez peu à travailler ensemble, ce qui est très différent, par exemple, du système anglo-saxon, où on est incité beaucoup plus à faire, par exemple, beaucoup plus de sport en équipe ou d'expériences extra-professionnelles qui apprennent justement, voilà, que ce soit la marche ou les expériences sportives, qui apprennent à travailler ensemble, à écouter l'autre, à se soutenir. Et effectivement, c'est tout à fait quelque chose qui manque dans le système éducatif français. Alors, ce que je vous propose de faire, on va pas passer évidemment toutes les actions que vous proposez, mais je vous propose en fait de prendre 3 thèmes que vous avez évoqués dans votre ouvrage et de vous exprimer par rapport à ça. Alors, le premier thème, c'est la reconnaissance. Vous en avez déjà parlé, mais c'est une situation qui est souvent décrite par les collaborateurs par un manque au quotidien. Et pourtant, la reconnaissance fait partie des fondamentaux pour éprouver de la satisfaction au travail. Alors, que pouvez-vous dire aux managers pour que leurs collaborateurs se sentent reconnus? Alors effectivement, 7 salariés sur 10, ce qui est énorme, sont en manque de reconnaissance. Et quand ils en ont, souvent ça vient plutôt des collègues que de leur manager. Alors peut-être juste pour refaire un focus sur la méthodologie du livre, en fait il y a 12 leviers, la reconnaissance fait partie de ces leviers. Et parfois je simplifie ces 12 leviers pour aller à l'essentiel en disant il y a 4 axes. Tout d'abord, on invite à être positif, on invite à être audacieux, on invite à être reconnaissant, on va y venir, et on invite à être à l'écoute. Alors effectivement, on l'a tous vécu. Il y a dans l'entreprise aujourd'hui des difficultés d'ego, de politique, du coup ça génère de la perte de confiance, on a peur de l'autre, on a peur de s'exprimer et finalement c'est un frein aussi à la performance de l'entreprise parce que en étant à la fois positif, audacieux, à l'écoute et reconnaissant, c'est comme ça qu'on travaille mieux et qu'on est plus efficace. Alors sur la reconnaissance, en fait Dominique, pour tout vous dire, plutôt que d'arriver à une liste toute faite, on me demande souvent quel est le top 3 des bonnes pratiques, je vous propose de piocher au hasard dans le chapitre de la reconnaissance de façon à pouvoir répondre à votre question. Et comme ça, les auditeurs verront finalement, il y a vraiment, le hasard fait parfois bien les choses, je ne sais pas. Et donc, dans le chapitre de la reconnaissance, on doit avoir une trentaine de bonnes pratiques qu'il insuffle. Et moi, je suis très attachée, je tombe sur la bonne pratique 48, de pouvoir veiller à savoir donner du feedback et savoir le recevoir. C'est-à-dire que c'est particulièrement important, et même je dirais à chaque réunion, de pouvoir dire ce que l'on a ressenti, s'il s'est passé des choses intéressantes, si on est d'accord, si on n'est pas d'accord, mais c'est en faisant ce feedback qu'on transmet cette reconnaissance, parce qu'on a l'impression d'être utile et d'avoir servi à quelque chose. Et je trouve que vous avez raison d'insister là-dessus, Alexia Bernardi, parce que là aussi, culturellement, on n'est pas dans une culture du feedback par rapport à d'autres cultures plutôt anglo-saxonnes qui le pratiquent beaucoup plus naturellement que nous. Oui, alors on voit que ça bouge énormément et peut-être qu'on en reparlera avec Ludovic Sabatier tout à l'heure et avec Rémi également. Moi, je vois de plus en plus de sociétés nous consultent pour justement accompagner leurs managers à les former au feedback. À le faire, mais à le recevoir aussi. Alors, Alexia Bernardi, je vais prendre un deuxième exemple. C'est le deuxième levier. Non, c'est pas la reconnaissance. Nous venons de le faire. C'est l'optimisme. C'est vraiment d'actualité avec les incertitudes que nous vivons actuellement. Et j'aimerais que vous nous en parliez un petit peu plus en détail sur l'optimisme. Comment on rend les gens optimistes à la fois individuellement et collectivement? Alors l'optimisme, tout d'abord, on n'est pas dans le monde des bisounours, hein, comme dit certains sociologues, c'est aussi de l'optiréalisme, c'est-à-dire d'être aussi réaliste sur la réalité des choses. Alors il y a plein de choses pour être plus optimiste. D'abord, il faut quand même se forcer soi-même à arrêter de râler. Je pense que c'est bon aussi pour notre entourage. Et il y a des techniques plus de manager, par exemple. Là, j'ai été aussi sur toutes les bonnes pratiques, notamment la 105, où on invite finalement chaque manager à démarrer chaque réunion, voire même chaque journée, par une bonne nouvelle. Parce qu'on oublie souvent de célébrer les bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Alexia Bernardi. Alors, on va prendre un dernier exemple. Là aussi, qu'on retrouve peu dans les entreprises, c'est la bienveillance et la gentillesse. Je le prends volontairement car ce ne sont pas les valeurs premières que l'on trouve dans les entreprises. Qu'est-ce que vous nous en dites? Alors la bienveillance, pour moi, c'est comme la culture et la confiture. Hein. Moins on en a, plus on l'étale. Et pourtant, Google nous apprend via son étude Aristote que la première condition
des équipes performantes. Savez-vous, Dominique, ils ont fait une étude sur quelles sont les conditions des équipes performantes. Eh bien, c'est la gentillesse, parce que ça crée une sécurité psychologique et ça permet d'être respecté, d'être en confiance et de pouvoir effectivement proposer ses idées. Donc là aussi, je vais ouvrir le livre et par exemple, je tombe sur la 295, la bonne pratique qui consiste à veiller au bon partage d'informations. Donc là, on n'est pas du tout sur les bisous et tout ce qu'on peut imaginer derrière la bienveillance. Finalement, la clé, et c'est aussi une des clés des sociétés agiles, c'est que si on n'a pas l'information, on ne peut rien faire. Par contre, si on a l'information, on peut œuvrer. Et c'est la moindre des choses de partager les informations, qu'elles soient comptables, sur la réalité des choses. Et c'est une action en faveur de la bienveillance au travail. Merci beaucoup Alexia de Bernardi pour ces échanges. Je pense que nos auditeurs ont bien compris l'état d'esprit de votre ouvrage et comment au quotidien nous pouvons rendre la vie plus facile et plus agréable. Ce que je peux dire personnellement quand j'ai lu votre livre, c'est qu'on n'est pas obligé de le lire de la première page à la dernière page. On peut le prendre régulièrement et puis aller regarder les leviers, aller regarder les conseils. On peut y trouver à chaque instant des éléments importants. Oui, tout à fait. C'est même déconseillé de le lire d'une traite Oui. parce que c'est un gros pavé. Oui. Donc c'est pour ça qu'en regardant ces 4 axes, est-ce que je suis audacieux? Est-ce que je suis reconnaissant? Est-ce que je suis positif et à l'écoute? Et ensuite, on va aller farfouiller dans les leviers qui concernent ces pratiques-là. Et c'est très facile, très très facile à lire, vraiment très facile, très concret. Je rappelle le titre, c'est Moteur d'engagement, 350, non pas 350, 365 actions pour mieux travailler ensemble aux éditions Marabout. Alors, on va rester avec vous, Alexia de Bernardi. On vient de parler de votre ouvrage, mais vous êtes aussi start-upeuse depuis 20 ans et vous avez créé et dirigé la société La WeBox. Mais écoutez, parlez-nous de La WeBox. Quelles sont ces activités à La WeBox? Alors effectivement, depuis 20 ans, je suis start-upeuse et ce livre est plutôt arrivé par un travail personnel puisque j'avais envie de partager au plus grand nombre. Et je me suis dit, finalement, si on veut faire un régime ou arrêter de fumer, parfois un livre peut rester sur le bureau et puis c'est difficile de se mettre en œuvre et de se mettre en action. Donc j'ai souhaité imaginer un outil digital, parce que je suis aussi digital native dans ma formation, qui puisse animer les managers au quotidien pour les rappeler, les inviter, les challenger à appliquer toutes ces bonnes pratiques au quotidien, comme si on avait quelqu'un juste à côté qui nous dit mais au fait, est-ce que tu as testé ça aujourd'hui? Je t'invite à cette réunion à tester ça. C'était ça vraiment l'idée de démarrage de la WeBox. Et donc aujourd'hui, on a formé plus de 2000 managers, que ce soit dans des PME ou des gros groupes, puisqu'on travaille beaucoup par exemple dans le monde bancaire. Et donc c'est une application, on appelle ça du micro-learning, parce que 5 minutes par jour, on va réveiller les équipes de managers sur ces bonnes pratiques. Et vos clients, quels sont-ils en fait? Vous avez cité le milieu bancaire, mais c'est très varié. Notamment avec BNP Paribas, la Caisse d'Épargne, on a travaillé avec la SNCF, on est aussi dans l'industrie, on est intervenu chez Air Liquide. Enfin voilà, il y a beaucoup de secteurs très variés, et tout type de taille, mais c'est vrai que surtout des entreprises de taille importante. Et qu'est-ce que vous leur apportez à travers vos formations? Vous en avez évoqué, vous avez parlé le micro-learning, donc c'est des formations qui sont très courtes. Ça veut dire, excusez-moi, ça veut dire votre client se connecte à la WeBox? Comment ça fonctionne? Oui, alors concrètement, on fonctionne par groupe de pairs. C'est vraiment une application par équipe. Si je prends l'exemple de la relaxation et que vous prenez l'application Petit Bambou, vous êtes tout seul avec votre application, vous appliquez les exercices. Là, c'est très différent. C'est un petit peu comme un WhatsApp de manager. Vous êtes connecté et tous les jours, avec votre équipe de collègues managers, vous allez recevoir un petit push qui va vous inviter à faire quelque chose. Et c'est un petit peu comme, Dominique, si en ce moment, on disait aux auditeurs, eh bien, pendant 5 minutes, vous allez être par groupe de 4 et je vous propose de partager sur votre technique de feedback. Donc c'est exactement ça. Donc l'idée, c'est qu'on déploie des modules pendant 1 mois où tous les jours, pendant 5 minutes, il va se passer quelque chose. Parfois, c'est sur le fameux thème du feedback, mais en ce moment, on nous challenge beaucoup sur le leadership, la posture du manager coach, toutes les techniques d'animation de réunion à distance, notamment comment l'utilité d'un icebreaker ou qu'est-ce qui motive mes équipes. Je vois bien, j'espère que nos auditeurs aussi. Alors écoutez, vous avez beaucoup parlé de la formation à distance, donc, mais vous allez mixer aussi, on en parlera tout à l'heure avec Ludovic Sabatier, vous mixez aussi ce qu'on appelle le distanciel et le présentiel. Oui, tout à fait. Alors nous, le présentiel, c'est pas notre métier, donc on a des partenaires, comme on verra tout à l'heure avec Ludovic, et nous, on est là pour augmenter les formations présentielles, puisqu'une fois qu'on a quitté une formation présentielle, eh bien l'application va prendre le relais tous les jours pendant 1 mois pour ancrer, répéter, ritualiser, pour faire en sorte que cette formation, finalement, qu'elle ne soit pas oubliée et qu'on passe vraiment à l'action. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs, Dominique, le e-doing. Ah,
bien. Donc, on n'est plus sur du e-learning, on est sur du e-doing. Voilà, on passe à l'action. Exactement. Alors, je vais vous poser une question un petit peu bateau, qui est quand même, mais qui est intéressante, et j'aimerais vous écouter là-dessus. C'est quoi pour vous les secrets d'une bonne formation, et tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle une bonne formation? Alors, de ma fenêtre, en fait, j'ai été très surprise de voir les statistiques qui disent quand on entend quelque chose, eh bien, on oublie 90% de ce qu'on a entendu 2 semaines plus tard, alors que si on le fait vraiment quelque chose, alors on va retenir peut-être 90% de ce qu'on a appris. Donc, c'est pour ça que nous, on est sur des pushs qui vont inciter à passer à l'action, on va vraiment inciter le manager à sa prochaine réunion à faire quelque chose et non juste vérifier qu'il a compris. Et donc, pour ça, on s'inspire du nudge. Donc le nudge, c'est toutes les signalétiques, les phrases qu'on peut avoir dans les courriers, par exemple, d'associations caritatives ou à la SNCF pour nous inciter à mettre quelque chose dans une poubelle. Donc c'est un petit coup de pouce qui va faire qu'on va vraiment inciter les personnes à faire quelque chose. Et donc comment est-ce qu'on passe à l'action? Bien, on passe à l'action parce que 80% des gens le font, on passe à l'action parce qu'on a un témoignage inspirant d'un autre manager. Donc c'est toute cette pédagogie qui va inciter à passer à l'action. Et pour moi, voilà, c'est qu'est-ce qu'une bonne formation? Une formation qui fait que, in fine, je passe vraiment à l'action. Écoutez, c'est très clair. Alors, pour faire une conclusion à notre interview, je sais qu'il y a un sujet qui vous passionne également, c'est l'innovation managériale. Alors, l'innovation managériale, je vais vous laisser la parole pour en dire quelques mots, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup d'ouvrages là-dessus, on en parle beaucoup. Alors, c'est quoi pour vous l'innovation managériale? Aujourd'hui, on en parlait, Dominique, le monde est en perpétuelle transformation et donc je crois que tout le monde doit se réinventer. Il ne faut pas avoir peur de ça finalement. On sait que si on applique les vieilles techniques, on obtiendra les vieux résultats. Donc vraiment l'idée c'est d'encourager tout le monde par petites touches à être curieux, à se renseigner sur comment font les autres et avoir une posture très low profile. Et c'est ça moi qui m'intéresse, c'est d'aller, donc je continue à interviewer les managers, savoir qu'est-ce qu'un bon leader, comment est-ce qu'on devient plus audacieux, comment on devient plus à l'écoute. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que ça a aussi un impact à la maison finalement, tout ça, dans la vie familiale, la vie sociale, donc c'est positif pour tout le monde. Alors très bien, et je sais aussi que vous avez quelques projets à venir, parce qu'en fait, pour nos auditeurs, vous êtes très dynamique et vous avez énormément d'idées, et pour l'avenir, vous nous préparez quoi? Alors, l'application digitale de la WeBox est en perpétuelle évolution, mais désormais elle est multilingue. On peut aussi fournir un scoring à l'utilisateur pour savoir quel type de manager il est. Donc, grâce à mon associé qui est data scientist, Charles Keller, on optimise vraiment la valeur en fait qu'apporte cette application aux participants, mais de façon pas du tout modeste. J'ai envie de vous dire que nous, l'ambition de la WeBox, c'est de toucher le plus grand nombre et de vraiment devenir incontournable sur le sujet du management. Alors encore une fois, merci Alexia Bernardi pour ces échanges, c'est très concret, c'est très ouvert, et merci de nous avoir fait partager votre optimisme. On rappelle l'adresse email de votre WeBox pour les auditeurs qui voudraient voir. Donc lawebox.com, oui, non pas comme la SNCF, mais WE comme le nous. Voilà, lawebox.com. On parle de l'économie. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Bayard, créateur dirigeant de la société Vacom, spécialisée dans le conseil en ressources et relations humaines. Alexia de Bernardi, présidente fondatrice de la société La WeBox et qui vient d'écrire un livre intitulé Moteur d'engagement aux éditions Marabout. Et Ludovic Sabatier, président fondateur de la société Autrement Formation, plus particulièrement orientée vers le management avec des techniques innovantes de formation. Alors Ludovic Sabatier, vous avez fondé la société Autrement Formation et déjà dans le nom de votre société, nous comprenons que votre approche ne va pas être classique. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'originalité de vos méthodes ? Avec plaisir, Dominique. Alors, en fait, moi, j'ai eu 15 ans en entreprise. Donc, pendant 15 ans, j'étais manager d'équipe. J'ai connu beaucoup de formations et pour certaines, je les ai subies. Alors qu'à l'inverse, j'allais au théâtre d'improvisation faire de l'improvisation 2 fois par semaine. Et à chaque fois que je ressortais de ces cours d'impro, je me disais, mais j'ai l'impression d'avoir plus appris et de devenir un meilleur manager grâce à ces cours d'improvisation. Donc, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas le mix entre l'improvisation théâtrale et les formations? Parce que l'improvisation théâtrale, c'est on expérimente, on essaye vraiment les choses, c'est-à-dire qu'on se met en scène et on tente des nouvelles approches. Comment dire à un collaborateur, ben là, j'aimerais que tu sois plus optimiste, que tu aies envie de faire mieux. Comment faire vraiment un retour à un collaborateur? L'improvisation théâtrale permet de se développer soi et de développer les équipes aussi qu'on a autour de nous. Donc je me suis dit, on va faire un mix avec l'improvisation théâtrale pour expérimenter et puis surtout l'interaction, parce que l'interaction c'est ce qui est le maître mot
en improvisation théâtrale. Et je trouve qu'une bonne formation, c'est aussi un moment où il y a une interaction et on n'est pas seulement dans le concept, mais on est dans l'expérimentation. Et donc, fort de ce constat, je me suis dit, mais élargissons. Il n'y a pas que l'improvisation théâtrale qui permet d'être un meilleur manager. Il y a d'autres disciplines artistiques. Un chanteur pour des prises de parole en public. Donc, dans un parcours prise de parole en public pour des producteurs de cinéma. Introduisons aussi un chanteur lyrique qui, lui, connaît très bien les techniques de respiration et qui connaît très bien sa voix, qui nous permettent d'être plus efficaces au quotidien avec nos équipes et aussi dans nos missions en entreprise. Alors concrètement, comment ça se passe une séance de formation chez vous? C'est pas une séance de théâtre? Alors, c'est pas une séance de théâtre, mais on va au théâtre, et c'est ça aussi la nouveauté, c'est de permettre au manager de sortir de son cadre habituel de travail, c'est-à-dire on n'est pas dans un bureau, on n'est pas dans un bureau blanc qui est austère, on va au théâtre. Donc j'emmène les managers, et j'en ai déjà emmené 300 au théâtre de Belleville, qui est un lieu un peu particulier, et pour tester aussi des nouvelles choses et des nouvelles postures, rien de mieux que de changer de lieu. Oser essayer une nouvelle pratique, oser aussi utiliser ses émotions dans le management, puisque les managers ont parfois des difficultés avec ce qu'ils ressentent. Enfin, on a tous en se disant, j'ai l'impression que ça m'empêche d'être bon. Alors qu'à l'inverse, c'est un puissant moteur de dire à mon équipe, bah oui, je suis vraiment ravi de travailler avec vous. Ou à l'inverse, aujourd'hui, je suis un peu en baisse d'énergie, j'aimerais retrouver de l'énergie avec vous. Donc, comment ça se passe? Une formation, c'est toujours un besoin d'entreprise. On crée sur mesure un atelier ou bien un parcours, parce que c'est aussi dans la durée, au service du besoin d'entreprise. Typiquement, je m'improvise manager coach, c'est un besoin d'entreprise, et en une journée, au théâtre, on nous permet d'expérimenter des cas concrets, puisque chaque manager arrive avec une problématique qui est la sienne. Ça peut être, dans mon équipe, j'ai une difficulté avec Pierre, j'ai plus de mal à, par exemple, faire un feedback à Pierre, parce qu'à chaque fois que je fais un feedback, c'est-à-dire un retour constructif à Pierre, il le prend un peu comme je l'ai pris en défaut, alors que c'est pas du tout ça le message. Donc il arrive avec ce cas concret-là, et à la fin de la journée, il aura une nouvelle façon, une nouvelle approche de parler à Pierre, qui viennent de lui et aussi des autres managers. Alors, je reviens sur une notion que vous avez développée, parce que là aussi, c'est pas très habituel chez nous, c'est les émotions. C'est ce qu'on appelle aussi le management émotionnel. Culturellement, en fait, les émotions dans l'éducation, dans notre éducation, montrer ses émotions, c'est pas être une force. Et là, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'en termes de management, savoir montrer ses émotions, savoir montrer comment on est avec ses points forts et puis ses points faibles, ça devient une force en termes de management. Bien sûr, et c'est pas facile de faire, on va dire, la passation, parce qu'on vient d'un monde où on était un peu contraint, on se dit non, tu es faible si tu montres ton émotion, alors qu'aujourd'hui, on se rend compte que c'est une source finalement d'élan dans l'entreprise et surtout une façon d'atteindre ses objectifs que d'utiliser ses émotions au service des objectifs. Donc, comment faire? C'est la grande question, et c'est aussi là où on travaille avec les équipes managériales et on les accompagne pour faire en sorte que ces émotions leur permettent d'atteindre leurs objectifs plutôt que de les entraver, et comment les utiliser. Et il y a toujours cette différence entre émotionnel et émotion. C'est-à-dire, dans ce cadre, dans l'entreprise, si je me mets à pleurer, si je me mets à hurler, là, on est clairement dans l'émotionnel. En revanche, utiliser l'émotion pour embarquer l'autre et embarquer ses équipes, là, on est dans utiliser l'émotion au service de l'entreprise et faire de cette émotion un puissant carburant. Une autre notion que vous avez évoquée, qui fait partie du cœur de vos formations, vous faites du sur-mesure, vous dites. Alors, comment vous construisez le sur-mesure avec vos clients? Concrètement, comment vous faites? Alors, aujourd'hui, c'est là notre spécificité, c'est d'avoir des grands clients comme Leroy Merlin, Orange ou encore Thales qui viennent avec un besoin d'entreprise. Et nous, on fait un peu de la dentelle, donc du sur-mesure, sur des ateliers et des parcours qui permettent de répondre à ces besoins. Donc, on fait de l'ingénierie d'atelier, c'est-à-dire qu'on crée l'atelier et surtout en se disant, on a envie aussi de surprendre les managers, parce que les managers qui viennent dans des formations où c'est juste assis toute une journée et merci, au revoir, c'est pas du tout notre dada, vous l'avez compris. Donc nous, on veut les surprendre, les emmener au théâtre, pourquoi pas aussi des cours d'histoire de l'art, ça nous est arrivé pour faire comprendre concrètement ce que c'est l'agilité. Rien de mieux qu'un détour par l'histoire de l'art, qui est l'atelier de peintre qui était le plus agile. On a une historienne de l'art qui va faire une petite piqûre de rappel pendant 30 minutes avec un détour par l'histoire de l'art pour après mieux revenir
à son poste de travail en étant nourri. C'est-à-dire que pour faire ce sur-mesure, vous écoutez tout d'abord bien le besoin du client, c'est ça? Vous décortiquez ce besoin? Exactement, il y a plusieurs allers-retours avec la personne. En général, les interlocuteurs, c'est les DRH ou les responsables de la formation. Donc, on a vraiment plusieurs allers-retours parce qu'eux ont la connaissance de l'entreprise, ils ont la connaissance du besoin fin. Et puis, c'est toujours un aller-retour, c'est-à-dire c'est une sorte de ping-pong qui est très agréable aussi en se disant mais qu'est-ce qui peut être le plus à même de répondre aux besoins. Et puis, c'est aussi une amélioration continue, puisque en général, on ne fait pas une formation juste une fois, on fait une formation au long cours. Donc, on améliore tout au long de la formation ces ateliers. D'accord. Et vous l'avez déjà évoqué, mais quel est le profil de participants que vous avez? Vous avez cité quelques noms de clients, mais quel est le profil de participants que vous avez? Alors aujourd'hui, mon domaine d'intervention il est assez large puisqu'on a des très grandes entreprises comme Thales, comme Orange, comme Leroy Merlin, donc des entreprises qui cherchent aussi vraiment un aspect différenciant des formations et qui viennent aussi taper à notre porte pour ça, pour dire je veux quelque chose de différent et je veux créer la surprise. Et puis on a des entreprises qui sont même des ONG comme SIDAction sur la prise de parole parce que la prise de parole à travers l'improvisation c'est nouveau. Et puis créer ces parcours avec des chanteurs lyriques, ça plaît. Et ça fait aussi des déclics profonds. Parce que rencontrer un chanteur lyrique, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, Dominique, mais c'est pas si courant. Et ben les managers, ils sont friands de ça. Et on se dit, bah, ça c'est une rencontre qui me marque. Et c'est une rencontre qui va me nourrir pendant plusieurs mois, plusieurs années au quotidien. D'accord. Une question sur vos formations. Votre entreprise commence à avoir de l'expérience, vous l'avez évoqué. Comment vous mesurez en fait les progrès que font les gens dans vos formations? Comment vous mesurez en fait cette évolution, cette montée en compétences, pour prendre un terme technique? Alors déjà, je suis issu du monde quantitatif, donc à chaque fois on a un sondage. Donc le sondage, c'est un passage obligé. Après là aussi, on apporte une nouveauté, c'est que le sondage, on est harcelé de sondages. Le sondage, il fonctionne surtout quand il est bien éditorialisé, c'est-à-dire quand on a un ton qui est décalé et quand on apporte de l'information additionnelle. Donc là, le questionnaire de fin de formation, tout au long du parcours, c'est aussi un moyen, de répéter par exemple les valeurs de l'improvisation, on a déjà vu pendant l'atelier, et puis deux, on va dire, de créer un lien additionnel avec la personne. Et puis, pour vous répondre complètement, c'est-à-dire comment mesurer l'évolution, dans des parcours individuels, on fait des évaluations. Donc là aussi, c'est des évaluations, on n'est pas à l'école et on est dans des évaluations beaucoup plus, on va dire, drôles aussi et décalées, qui nous permettent de mesurer l'évolution de chaque stagiaire et de chaque personne qui suit les ateliers. D'accord, bah écoutez, merci beaucoup. On va revenir un peu plus dans le détail ensuite sur l'offre de formation que vous avez, mais vous avez parlé tout à l'heure de la posture de manager coach. Qu'est-ce que c'est la posture de manager coach? C'est une bonne question parce que tout le monde se pose en permanence cette question. Alors pour moi, c'est avant tout un état d'esprit. On l'a évoqué tout à l'heure avec Alexia. L'état d'esprit positif qui permet d'embarquer ses équipes, c'est ça la posture de manager coach. On n'est plus dans du management à la papa très directif, on est dans du management où on embarque les équipes. Et c'est pas facile d'embarquer ses équipes, les managers le savent bien. Alors comment on fait? Eh ben, c'est aussi en faisant des ponts, par exemple avec l'improvisation théâtrale, c'est ce que je fais lors de l'atelier Je m'improvise manager coach. L'improvisation théâtrale, c'est 4 valeurs. L'écoute, pour pouvoir bien écouter ses collaborateurs. C'est essentiel l'écoute active, c'est pas facile et pourtant c'est un exercice que les managers font au quotidien. Écoute, confiance, parce que si je me fais pas confiance à moi et si je fais pas confiance à mes équipes, il n'y a rien qui est possible. Énergie, parce que vous voyez, si on est très en baisse d'énergie, là aussi pour arriver, on va dire, à atteindre nos objectifs, c'est compliqué. Écoute, confiance, énergie et l'amusement, qui est la dernière valeur et qui est une valeur souvent oubliée en entreprise et qui est pourtant la valeur aussi cardinale du manager coach, c'est le plaisir. Le plaisir à parler aujourd'hui avec vous et puis le plaisir en se disant aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire avec mon équipe qui me fait plaisir et la façon de faire nous appartient. C'est-à-dire, j'ai un objectif, comment je le fais avec mes équipes, cette modalité-là, elle nous appartient et comment j'arrive à le faire en nous faisant plaisir mutuellement. Ce que vous dites aussi, si j'entends bien, c'est que vous dites aux managers d'être un peu moins vertical vis-à-vis de leurs collaborateurs et d'être beaucoup plus transversal et d'être beaucoup plus avec. Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on apprend aussi en improvisation, c'est alterner le leadership. Alors, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est pour dire oui,
À ce moment-là, c'est toi qui lead, c'est moi qui te dirige, mais peut-être dans 10 secondes, ça va être l'inverse, ça va être toi qui vas me diriger. Donc là aussi, les postures de manager sont plus des postures où moi je sais, tu me suis. Non, peut-être à ce moment-là, c'est toi qui vas savoir, et puis ensuite, c'est l'inverse, c'est moi qui vais savoir. Et cette alternance, elle est vraiment très appréciable. Et c'est aussi un bonheur de se dire comment on construit au fur et à mesure, au fil de l'eau, entre le moment où toi tu sais, moi je sais, et où on arrive ensemble. Et je l'ai dit en vous présentant Ludovic Sabatier, vous travaillez en collaboration avec la WeBox d'Alexia de Bernardi. Alors, comment est née cette complémentarité et puis qu'est-ce que vous faites ensemble? Alors déjà, la complémentarité, elle est née du besoin d'ancrage. Moi, je fais des formations au long cours, vous l'avez entendu. Et puis, Alexia, c'était c'était le pendant dont j'avais besoin, c'est-à-dire comment ancrer dans le digital au retour au bureau. C'est tout l'enjeu de la WeBox et de notre partenariat, c'est-à-dire le meilleur de la formation en présentiel avec des expériences fortes qui expérimentent concrètement le manager expérimente concrètement dans son corps en se mettant en scène. Et puis ensuite, on a cette posture aussi d'ancrage avec les défis digitaux menés par la WeBox. Et puis comment on s'est rencontrés? On a la chance d'être lauréat de la Villa Bonne Nouvelle, c'est-à-dire un espace de corpo working. Donc le corpo working, c'est-à-dire un espace qui accueille à la fois des collaborateurs d'une entreprise plus des startups. Et bien, dans cet espace-là, on est lauréats tous les deux avec Alexia, et c'est là qu'on s'est rencontrés. C'est là d'où est né le partenariat. Alors, c'est une belle histoire. Je vais passer la parole à Alexia de Bernardi. Expliquez-nous un petit peu concrètement qui fait quoi dans votre dans votre partenariat. Alors en fait, on a des clients qui ont des besoins variés et c'est vrai que nous, on ne sait pas, la WeBox ne répond pas aux besoins de formation en présentiel, donc on s'entoure de partenaires et Ludovic a une approche particulièrement intéressante. Et donc le stagiaire, on va l'appeler le manager stagiaire, va en formation et lorsqu'il rentre au bureau, eh bien, il a son application qui, 5 minutes par jour, lui push des rappels. Si je prends l'exemple de la respiration, savoir s'il a en ce moment, aujourd'hui, mardi, jeudi, est-ce qu'il respire plutôt comme ci, plutôt comme ça, est-ce qu'il constate qu'il y a effectivement une évolution dans sa voix. Donc c'est une complémentarité, je dirais, business pour répondre le mieux possible aux attentes des clients qui ont besoin, c'était votre question tout à l'heure Dominique, que les formations soient efficaces. Donc en fait, c'est un partenariat où vous vous enrichissez mutuellement, mais surtout vous enrichissez le participant, enfin le stagiaire. Voilà, tout à fait. Et l'idée, c'est que c'est transparent pour l'utilisateur, puisqu'en fait, donc, lorsqu'il est convoqué à sa formation pour aller au théâtre, en même temps, il a son accès à l'application et ensuite, c'est dans tout un parcours. Donc, il ne se rend pas compte en fait qu'il y a derrière plusieurs organismes. Alors, concrètement, je reviens vers vous, Ludovic Sabatier, puisque quand vous faites le sur-mesure, quand vous proposez en fait l'offre de formation à votre client, c'est là où vous introduisez la WeBox? C'est à ce moment-là? Exactement. C'est-à-dire pour bien ancrer les pratiques, par exemple, le feedback, on en a parlé, c'est un essentiel, mais c'est toujours un essentiel compliqué. Et c'est pas en une fois qu'on va réussir à faire un feedback parfait. C'est une amélioration continue. Donc, on fait ces expériences au théâtre, des ateliers en présentiel, et ensuite, on fait l'ancrage avec Alexia et la WeBox. Et l'idée, c'est toujours, dès la création de ces ateliers, de dire comment on fait, comment on orchestre l'atelier et finalement l'application, à quel moment elle intervient. Donc, on le fait avec le client. Alors si je vais un peu plus loin, on sait aussi que dans les entreprises, elles ont du mal, entre guillemets, à lâcher leurs collaborateurs pour aller en formation. Si on prend l'exemple du feedback, concrètement, votre programme, il s'étale sur combien de temps et il utilise combien de jours de formation? Et avec la WeBox, votre stagiaire va utiliser la WeBox combien de temps? Vous voyez ma question? Oui, alors, déjà, comme je vous le disais, c'est sur mesure. Donc, ça dépend du besoin qu'on met à jour avec le DRH ou le responsable de formation. Maintenant, un exemple concret, c'est-à-dire que pour Orange, on a réussi à faire un atelier feedback qui est un atelier d'une journée qui est répété ensuite par l'ancrage la WeBox. C'est vraiment ça, c'est une journée au théâtre. Puis après, un ancrage, on va dire, managérial grâce à la WeBox. Et donc là, on prend le relais pendant des modules de 3 semaines. Donc pourquoi 3
semaines, parce qu'en fait, pour maintenir l'engagement du participant dans l'application, pour qu'il soit vraiment au taquet dans la mise en œuvre de ce qu'il a appris pendant sa journée de formation, eh bien, tous les jours pendant 3 semaines, on va l'inviter avec le nudge à expérimenter des choses. Et si besoin, il nous arrive également, si la formation, par exemple, comporte une deuxième journée, de reprendre un autre module. On peut ainsi enchaîner 4 modules dans l'année, mais on est toujours sur des sprints de plus ou moins 3-4 semaines. Ça garantit en fait l'engagement sur cette durée assez courte de pouvoir faire tous les jours quelque chose. Et il me semble, quand j'ai préparé l'émission, que vous utilisez aussi les smartphones. C'est-à-dire qu'en fait, le stagiaire, à n'importe quel moment de la journée, il n'est pas obligé d'être connecté à son ordinateur, mais sur son smartphone, il va s'y retrouver. Tout à fait. En fait, c'est 98% de nos utilisateurs utilisent la Webox sur leur téléphone portable. Parce qu'ils sont aussi dans le feu de l'action, ils reçoivent une notification. Tiens, aujourd'hui, pendant ton interview avec Dominique, est-ce que tu as pensé à faire ceci ou faire cela? D'accord, bah écoutez, c'est très très clair. Alors, Ludovic Sabatier, votre entreprise, bon, elle est encore jeune, hein, on peut citer sa date, c'est janvier 2019. Oui. Hein, c'est bien ça. En 18 mois, plus de 1000 managers formés, je suis très fier de ce chiffre. Alors, vous répondez à la question avant que je vous la pose, mais je vais quand même la poser puisque vous parliez de feedback. En termes de retour d'expérience, est-ce que vous pouvez nous donner quelques retours d'expérience de vos clients? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? Oui, qu'est-ce qu'ils disent de vous? Déjà, ce qui revient le plus, c'est waouh. C'est fantastique. C'est les managers à la fin de la journée. On fait toujours un ancrage. Et quand il y a plusieurs journées, on leur fait à chaque fois, vous savez, ce petit moment ritualisé à la fin de la journée en disant c'est quoi le déclic pour moi aujourd'hui? Et faire le pont avec le professionnel, de dire mais qu'est-ce que j'emmène au bureau demain de cette journée? Donc c'est un petit pas, là aussi c'est la stratégie des petits pas, c'est-à-dire demain je vais essayer de mieux utiliser l'émotion dans mon quotidien professionnel, et ça c'est déjà puissant, c'est un petit pas, mais c'est, je vais vous dire, vraiment fondamental. Quand j'entends ça, je suis ravi, je me dis j'ai servi à quelque chose aujourd'hui, parce que moi-même en étant manager, parfois c'était difficile de gérer l'émotion, donc là je me dis j'ai servi à quelque chose. Et puis, pour vous répondre, aujourd'hui, on a des niveaux socles, par exemple la formation Je m'improvise manager coach, on a déjà eu 300 managers au théâtre dans toute la France, et on a créé un atelier avancé pour pouvoir, vous savez, en une journée, on ne fait pas tout, on n'est pas magicien non plus, hein, donc de l'ancrage, on le fait avec Alexia, et en plus, un deuxième niveau, un niveau avancé, qui permet de revenir sur on va dire, des choses encore plus complexes, alterner le leadership, ou encore, ça peut être la prise de parole. La prise de parole, c'est pareil, hein, c'est un travail au long cours, c'est le travail d'une vie parfois. Donc, c'est pas en une journée qu'on va mettre tout ça. Donc, on fait de l'ancrage et on fait des niveaux socles, puis avancés, puis après des niveaux d'expertise. Merci beaucoup Ludovic Sabatier. J'insiste sur un point parce que Alexia Bernardi l'a évoqué, c'est que dans l'esprit de vos formations, c'est le passage à l'action qui est important. C'est-à-dire, c'est pas le fait d'apprendre quelque chose en plus, mais c'est que vraiment ça passe à l'action et que les managers puissent être opérationnels avec vos formations. On est d'accord? Tout à fait. Vous avez bien compris. Et à chaque fois, on expérimente avec un cas concret issu de l'entreprise. Alors, ce qu'on peut faire, Ludovic Sabatier, pour conclure votre interview, c'est que si on veut vous contacter, vous avez un site internet? Oui, tout à fait. Un site internet autrementformation.com, formation avec un S, parce qu'on en a plusieurs. Donc, vous pouvez avoir l'intégralité des... Tout attaché? Tout attaché. D'accord. Donc, autrement formation, tout attaché, arrobase... Non, c'est contact@autrementformation.com ou tout simplement sur le web www.autrementformation.com. Écoutez, Ludovic Sabatier, votre démarche est très claire, enfin je le pense, elle est très innovante et puis je vous souhaite plein de succès pour les mois à venir et peut-être même les années à venir. Merci beaucoup. Avec Alexia Bernardi également.